Donc là, on va rentrer plus dans le technique. On va vous parler principalement de beaucoup des spécificités thermiques et hydriques du béton de chanvre. Et puis ensuite, par la suite, d'autres spécificités structurelles. Donc pour commencer, on va parler un petit peu de thermique. Il y a une phrase que j'aime bien, une phrase de Jean-Pierre Oliva que j'aime bien, c'est « il n'y a pas que le U dans la vie ». Bon, ceux qui ont déjà, qui voient de quoi je parle, il n'y a pas que la résistance thermique dans la vie, et surtout pas quand on conçoit. Donc cette première slide, je la passe assez rapidement. C'est juste pour dire que la première manière d'avoir un confort thermique intéressant, c'est qu'il soit bien conçu. Donc là, vous êtes bien placé pour le savoir. Que ce soit l'approche bioclimatique, l'approche architecturale, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Je passe rapidement parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, ça passe déjà par là. Par contre, quand on commence à regarder qu'est-ce qu'il en est des matériaux, effectivement, il n'y a pas que la résistance thermique qui compte. Il y a la résistance thermique, effectivement, mais il y a aussi leur déphasage, enfin leur inertie et leur diffusivité qui va donner leur déphasage, leur perméabilité et la gestion de l'humidité qu'ils apportent, l'effusivité de la paroi intérieure du bâtiment et puis dans de rares cas, de très rares cas, il y a des phénomènes qui peuvent venir s'ajouter qui sont pertinents. C'est des phénomènes de changement de phase. Donc on va rentrer dans le détail. On va commencer par parler de résistance et de résistance thermique. Là, vous voyez, on a les quatre, comme on vous disait, on a quatre mélanges possibles, quatre applications possibles, de l'application enduit qui est la plus dense, à l'application toiture qui est la plus légère, avec un dosage en chaud qui augmente au fur et à mesure. Et donc vous voyez, l'enduit, on a un lambda qui est de 0,14 à 0,17. Ça veut dire c'est un correcteur thermique. C'est pour ça qu'on parle souvent de correcteur thermique. Et par contre, on a un lambda qui devient bien meilleur quand on passe en application sol, mur et toiture. Donc voilà, un lambda de 0,067, bon, ça commence à devenir intéressant, surtout quand on est par exemple en construction neuve, où on va avoir des murs à isolation répartie. On est sur du 30 ou 35 cm d'épaisseur. Avec ce lambda-là, bah, ça passe tout à fait par rapport à une laine qui va faire 15 à 20 cm d'épaisseur. Donc ça c'est pour parler un peu donc de résistance thermique. Le béton de chanvre apporte une certaine résistance thermique, mais il va travailler sur beaucoup d'autres critères, et notamment un critère dont on entend beaucoup plus parler, une des contraintes dont on entend beaucoup plus parler aujourd'hui, qui est la contrainte du confort d'été. Comment faire pour avoir des bâtiments qui restent frais en été. Voilà. Donc il y a l'idée reçue qui a été bien portée par certains, comme quoi il suffisait d'avoir une bonne couche d'isolant pour rester au frais dans les combles. Or, c'est pas vrai du tout, parce que si vous pouvez avoir une très bonne résistance thermique, si le matériau n'a pas d'inertie thermique et n'a pas une bonne diffusivité, ça ne va pas fonctionner. Et en ça, le béton de chanvre, le béton de chanvre est assez exceptionnel. Là, vous voyez, c'est un petit graphique qui vous montre le comparatif au niveau d'inertie thermique entre plusieurs matériaux. Alors, on a ici l'inertie thermique de murs de 35 cm d'épaisseur en béton de chanvre, béton cellulaire, paille. Et là, on a l'inertie thermique d'isolant en 20 cm d'épaisseur.
Alors évidemment, à ces isolants-là, je vous l'accorde, il faudrait rajouter l'inertie thermique des murs, hein, bien entendu. Mais voilà, pour pouvoir comparer ce qui était comparable, c'était ça. Donc vous voyez qu'en fait, le béton de chanvre mur, même par rapport au béton cellulaire, même par rapport à la paille, on est sur un matériau qui a une bonne inertie. D'ailleurs, sur la construction paille, souvent, en fait, le confort d'été est apporté soit par des murs, des murs à inertie complémentaires, soit par les enduits-terre. Le béton de chanvre lui-même apporte l'inertie suffisante pour avoir un bon confort d'été. Petit focus sur la diffusivité, on n'en parle pas beaucoup. La diffusivité, c'est la capacité qu'a un matériau à freiner ou pas la vague de chaleur. Plus la diffusivité est faible, plus le matériau est capable d'amortir cette diffusivité, cette vague de chaleur. Et vous voyez que la diffusivité du béton armé est 7 fois plus grande que celle du béton de chanvre. Donc oui, le béton armé a de l'inertie, mais le béton armé a une très mauvaise diffusivité. Il laisse passer la chaleur, et quand la chaleur est passée, eh ben, le béton armé, il est chaud. Voilà. Donc il a peut-être une bonne inertie, mais pour le coup, il est gorgé de chaleur. La laine minérale, pareil, elle laisse très vite passer la chaleur. La ouate de cellulose, qui est quand même en toiture peut-être la meilleure solution quand on ne peut pas mettre de béton de chanvre pour avoir un bon confort d'été, reste quand même un matériau qui a une diffusivité qui est 4 fois plus grande que celle du béton de chanvre. Voilà ce que peut donner l'utilisation de béton de chanvre en mur et toiture sur une maison qui a été instrumentée. Vous voyez que les températures extérieures montaient très fortement avec des vagues jusqu'à 55 degrés. Je n'avais jamais fait gaffe que ça montait jusqu'à cette température-là. Hein, c'était en surface de mur. Ben non, même pas, c'est température extérieure. Bon. Oui, non, ça doit être en surface de mur. Je pense que les deux graphes doivent être inversés, la courbe rouge et courbe orange, je pense. Vous voyez qu'en fait, on a un étalement de la température, puisque la température intérieure, on la trouve ici, un étalement de la température qui permet d'avoir un bon confort. Et on est sous les 25 degrés, alors qu'il y a quand même une chaleur qui est assez importante. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les murs à l'extérieur deviennent très chauds, alors que la chaleur ne se diffuse pas à l'intérieur. C'est dû à la diffusivité thermique, c'est dû à l'inertie, mais c'est dû aussi au phénomène du changement de phase. Philippe en a un peu parlé tout à l'heure en introduction. On va revenir sur ce phénomène-là par une analogie. Parce que ce phénomène de changement de phase, on le connaît tous. Quand on fait du sport ou quand on a chaud, on sue. Et la sueur, elle sert à quoi ? Elle ne sert pas à évacuer de l'eau, elle sert en fait à refroidir notre peau. Et cette peau se refroidit tout simplement par l'évaporation de la sueur à la surface de notre peau. Cette réaction d'évaporation, c'est une réaction qui est endothermique, c'est-à-dire qui pompe de la chaleur dans son environnement, qui dégage des frigories, si vous voulez. Donc notre peau joue un petit rôle de climatisation quand elle sue. Et le béton de chanvre va faire exactement la même chose en été, quand les chaleurs sont importantes. Il va relarguer son eau qu'il aura stockée sous forme liquide, et cette eau va repasser sous forme vapeur et dégager des frigories. Donc votre mur va baisser en température et va donc dégager de la fraîcheur. Et de la même manière, en hiver, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un cycle saisonnier qui se créait. En hiver, le béton de chanvre va repomper cette humidité et la faire repasser de la phase vapeur, la vapeur qu'il y a dans l'air, à une phase liquide. Dans les micropores qu'il y a dans la chaîne Vogt en particulier.
Et donc, vous voyez, l'humidité va commencer à se déposer ici, elle va se déposer, puis va arriver un moment où, en fait, il va y avoir un pont liquide, une condensation capillaire, en fait, qui va se former. Et donc, à ce moment-là, quand on arrive à ce moment-là, là, il y a dégagement de chaleur. Passage de phase vapeur à phase liquide, l'eau dégage de la chaleur. Et donc, votre mur va dégager de la chaleur. Donc ça va venir en complément de la résistance thermique, ça va venir en complément de l'inertie et de la diffusivité. Et ça va l'hiver, augmenter la température de paroi de votre mur et l'été, diminuer la température de paroi de votre mur. Toutes ces données-là, malheureusement, aujourd'hui, elles ne sont pas prises en compte par les calculs thermiques. Donc, il y a des études qui sont en cours pour essayer de faire changer ça, en particulier en utilisant la possibilité de faire un titre 5. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est assez, que seul le béton de chanvre peut permettre. La terre crue aussi peut la permettre, sauf que la terre crue n'est pas isolante. Mais on l'a. Là aussi, un des autres intérêts du béton de chanvre, c'est si vous avez un peu en tête le diagramme de Givoni qui montre que le confort thermique, c'est pas que le confort thermique, mais c'est aussi le confort hydrique. C'est-à-dire que si une atmosphère est trop humide ou trop sèche, on va pas être bien. Le béton de chanvre, en fait, permet de réguler l'hygrométrie. Il a un très grand tampon hydrique, en fait. Il est capable de réguler l'humidité de façon très, très importante. Et donc de conserver cette humidité en son sein, sans pour autant se dénaturer et sans perdre ses caractéristiques thermiques. Ce qui est assez inédit. Tout ça, ça donne quoi? Ça donne aussi le fait que vous allez avoir une température de paroi qui va être plus élevée. Je vais parler comme si on était en hiver. Vous allez avoir une température de paroi plus élevée et donc une sensation de confort global qui va être plus importante. Je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu ce graphique qui est issu de l'isolation écologique. Si votre température de confort optimum, c'est 20 degrés, si vous êtes confortable à 20 degrés, si votre mur est à 16 degrés et que vous êtes à moins de 3 mètres de ce mur-là, il va falloir chauffer l'air à 24 degrés pour que vous soyez confortable. Et encore, un mur à 16 degrés, un air à 24 degrés, vous ne serez pas confortable. Mais c'est le mieux que vous pourrez faire avec ce mur à 16 degrés. Par contre, si votre mur il n'est plus à 16 degrés, mais il est par exemple à 19 degrés, vous n'aurez plus qu'à chauffer à 21 degrés. Bon, pour les calculs, j'ai tout décalé de 3 degrés, mais vous voyez, le résultat est le même, sachant que généralement, nous, notre température de confort, on ne s'en rend pas trop compte, elle est souvent entre 17 et 18 degrés. On pense que c'est 20, parce qu'on est habitué à avoir des murs qui sont froids, et donc à monter la température de consigne de nos pièces. Mais la réalité, c'est qu'on peut très bien baisser la température de consigne en jouant sur la température des murs et sur leur effusivité, c'est-à-dire cette sensation de paroi chaude, paroi froide que vous pouvez avoir. Mais par exemple, cette sensation, on l'a tous eu. Vous marchez sur du carrelage, vous marchez sur du parquet, c'est pas du tout la même sensation. Pour vous, le carrelage va être beaucoup plus froid. Or, le carrelage et le parquet, ils sont à la température ambiante. Ils sont à 20 degrés. Simplement, c'est 17 degrés d'écart entre ces 20 degrés et vos 37 degrés. Le carrelage va être capable de vous pomper beaucoup plus de chaleur que le parquet. Vous allez avoir la même chose par contact, vous allez avoir la même chose dans une moindre mesure aussi par rayonnement, d'où l'importance de jouer aussi sur l'effusivité des murs. Vous avez aussi cette sensation quand vous êtes à côté d'une vitre et qui fait très froid dehors, vous avez du froid qui rayonne. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour toutes ces raisons-là, on est sur un matériau qui utilise, vous voyez, on a évoqué toutes les facettes du confort hygrothermique. Et à toutes ces facettes-là, outre la résistance thermique, le béton de chanvre a une réponse qui est très souvent très pertinente. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le béton de chanvre aussi, c'est un des matériaux un des rares isolants qui est très pertinent en intérieur.
parce que justement, tous ces phénomènes de température de paroi, de dégagement de frigories ou de calories, etc., bah, il peut le faire vers l'intérieur et c'est pertinent. De gestion de l'hygrométrie, voilà. Et c'est d'autant plus pertinent que le phénomène de captation de l'humidité qu'on a vu tout à l'heure, ça permet, alors peut-être pas de s'affranchir de la notion de point de rosée, ce serait un peu fort, mais dans les faits, effectivement, on se rend compte qu'on ne le prend plus en compte, puisqu'il n'y a plus de point de rosée en tant que tel. Le point de rosée, il est naturel, il est dans les premiers centimètres, et ça se passe très bien, et sans des naturels matériaux. Et en fait, on s'aperçoit que du coup, là où en rénovation, vous allez être très embêté quand vous allez vouloir rénover là avec de la laine, comment est-ce que vous allez gérer la continuité du frein vapeur côté intérieur? Là, vous n'arriverez pas à le gérer. Là, vous n'arriverez pas à le gérer à moins de démonter le plancher, et ce n'est pas toujours le cas. Résultat, si vous avez une laine avec un frein à vapeur devant, bah effectivement, la vapeur ne va pas passer, mais par contre, là, elle va passer, là, elle va passer. Donc, vous avez des points faibles que vous aurez systématiquement quand vous allez utiliser en rénovation, quand vous allez utiliser une laine avec un frein à vapeur. L'avantage du béton de chanvre, c'est que quand on a plus ce problème de frein à vapeur et de points de rosée, eh ben vous allez pouvoir mettre un peu d'enduit sur les tableaux. Là, ici, choisir de mettre 12 cm d'épaisseur parce que vous êtes sur le mur ouest, par exemple. Là, vous allez choisir de mettre 15 cm parce que vous êtes sur le mur nord. Et puis, vous n'allez pas avoir une épaisseur démesurée, vous n'allez pas avoir besoin de laisser de lame d'air, et vous serez très pertinent. Donc là, vous voyez, vous avez fait votre béton de chanvre, vous avez fait votre corps d'enduit, et puis là, vous avez votre finition. Et vous avez assuré une continuité aussi avec votre mur. Le béton de chanvre va réguler l'hygrométrie du mur, va permettre de gérer un peu son hygrométrie. Ce qui ne vous empêche pas de traiter les gros problèmes d'humidité qu'il peut y avoir autour de la maison, parce qu'encore une fois, le béton de chanvre, il peut beaucoup de choses, mais comme une éponge, quand elle arrive à saturation, au bout d'un moment, vous ne ferez plus rentrer d'eau. Si vous avez un endroit où il y a beaucoup d'humidité qui arrive tout le temps, parce que par exemple, vous êtes sur un mur semi-enterré et qu'il n'y a pas de drain derrière, il y a un moment, le béton de chanvre, il est bien gentil, mais il arrivera à saturation. Donc voilà. Ceci mis à part, avec ces contraintes mises à part que vous aurez dans tous les autres matériaux, vous avez quand même du coup une gestion hygrométrique, hygrothermique qui va être très intéressante. Donc voilà, en résumé, pour les qualités hygrométriques et thermiques du matériau, on a donc un matériau qui est très équilibré entre le confort d'hiver et le confort d'été. Il participe à la gestion de l'hygrométrie et donc à la salubrité des ouvrages. Vous ne cachez pas la misère. C'est un matériau donc, qui est à faible effusivité et à changement de phase, et donc vous avez une température de paroi qui va être optimum. Et donc c'est souvent en fait, tout à l'heure, il y avait une question sur le défaut le défaut du béton de chanvre. Pour moi, le béton de chanvre, il a un défaut, c'est qu'il est meilleur dans la réalité que sur le papier. Donc ça, on va essayer de faire changer les choses. Mais voilà. Mais je pense que si vous devez prescrire du béton de chanvre, il faut retenir ça. C'est-à-dire que vous pouvez aller aux limites de calcul. Vous pouvez. Le béton de chanvre, il va être de toute façon meilleur que ce qu'il y a sur le papier. Ce qui généralement est plutôt l'inverse. Pour beaucoup de matériaux. Mais il n'y a pas que ces qualités-là, il y a plein d'autres qualités. Et là, je vais passer la parole à Quentin. Donc les autres qualités, les autres caractéristiques, on va voir. Toujours pareil, c'est un bon compromis sur plein d'aspects. Sur le feu, donc il y a la réaction au feu. On n'a pas forcément le temps, mais je pense que tout le monde sait la différence entre la réaction au feu et la résistance au feu. Je vais en reparler brièvement, mais il y a deux manières de caractériser sur la réglementation incendie en France le feu. Donc il y a les euroclasses, c'est ce que vous voyez là. Donc ça c'est le plus petit pan, le plus petit aspect lié à l'incendie, et c'est un peu petit, mais vous voyez que le béton de chanvre, il est BS1D0. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il est incombustible, mais ça veut dire qu'il a des caractéristiques sur la réaction au feu qui sont suffisantes pour pouvoir le mettre en œuvre dans des ERT, des ERP, etc.
Si vous rajoutez plus de liant, donc forcément le mortier de chanvre qui est juste en dessous, lui, il y a moins de chaîne vote en proportion par rapport à la quantité de liant minéral. Donc là, vous êtes équivalent, avant c'était M0, vous êtes un combustible, A2S1D0. Et on a rajouté aussi les blocs de construction, mais c'est pareil pour la préfabrication, etc. Tant que vous êtes sur des dosages qui sont ceux d'un dosage béton, un dosage de mur, vous serez BS1D0. C'est un peu surprenant qu'il soit que B. B, c'est la lettre qui caractérise le pouvoir calorifique supérieur. Mais parce que quand vous allez voir les résultats des essais au feu en résistance ce coup-ci, puis en propagation verticale, les résultats sont très très bons. En fait, la manière dont on détermine le pouvoir calorifique supérieur, on fait ça dans un petit calorimètre, une petite boîte, dans une toute petite cuillère, et on vient mettre un petit peu de liant, donc un petit peu de poudre, un petit peu de chanvre, et on met ça dans le calorimètre, et puis on le monte en température, et puis on regarde ce qui se passe. Du coup, en fait, vous n'avez pas réellement du béton de chanvre. Vous avez l'ensemble des constituants qui forment le béton de chanvre, mais vous n'avez pas le béton de chanvre, dont le végétal, en fait, une fois qu'il est mis en œuvre, en machine, en branchage, ce qu'on veut, la chaîne vote, le bois de chanvre, il est enrobé par le liant et donc il est protégé, il est comme minéralisé. Donc, c'est pas un problème en soi, puisque bon, ça permet quand même de faire tout type de projet. Mais voilà un peu l'explication sur ce sujet-là. Sur maintenant, non pas la réaction au feu, mais la stabilité au feu. Donc là, c'est quand on parle de coupe-feu, de pare-flamme ou de SF, là, de stable aux flammes. Bon, ça a été remplacé par le R, le E, le I, la résistance, l'étanchéité et l'isolation aux flammes. Donc la résistance, on va le mettre de côté, parce que nous, le béton de chanvre, il n'est pas porteur. Donc on n'a pas de notion de stabilité mécanique à assurer. Par contre, l'ossature bois, l'ossature métallique, l'ossature béton, qui va être avec le béton de chanvre, elle aura des caractéristiques en R, qui sont demandées selon les types de projets. Donc on a fait mesurer l'étanchéité et l'isolation aux flammes. Et donc là, le matériau, alors il serait plus que 240 minutes, mais c'est que c'est le maximum. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont déjà fait des projets où vous avez besoin d'un coupe-feu 4 heures. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais le plus qu'on ait souvent, c'est du coupe-feu 2 heures. Même sur des projets ICPE, l'installation classée pour la protection de l'environnement, parfois il peut y avoir plus, mais c'est quasiment les trucs de la NASA, quoi. Ça n'arrive pas souvent. Donc coupe-feu 2 heures, c'est bien. Bon, là, il est 4 heures. Et il est 4 heures sans finition. C'est-à-dire que ce qui a été testé, c'était un peu le challenge aussi, parce qu'on n'avait pas 50 000 jokers à construire en chanvre. C'est une subvention dans le cadre du programme PACT, là, que vous voyez en haut, qui a permis de faire ces essais. Et puis une partie d'autofinancement de l'association aussi. Donc on s'est dit, est-ce qu'on envoie une finition, donc un enduit, parce que l'enduit, forcément, on se doute, ou une plaque de fermacelle, ou de plâtre, ou autre, on se doute que ça a protégé. Là, le conseil d'administration a dit, bah non, on ne met pas de finition, on voit ce qui se passe. Heureusement, ça s'est bien passé. Donc ce qui a été testé, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, on est sur l'épaisseur mini qu'on retrouve sur des projets, c'est-à-dire le 145-45, qui est le plus courant en ossature bois, un enrobage de chaque côté de 75 mm, et donc ça nous fait un mur, grosso modo, de 30 cm, qui a été testé. Donc ça, c'est les données de base. Donc si vous voulez refaire un mur et dont vous avez besoin d'un coupe-feu, il faudra respecter à minima ces caractéristiques. Si vous augmentez l'épaisseur, par contre, là, vous apportez que du bonus à votre paroi. Donc l'essai est valable si vous faites un mur de 35 ou de 36 ou de 40 cm. Il y a des capteurs un peu partout. Ça, c'est les photos des essais de présélection avec sans enduit, avec enduit, avec une plaque. Et je fais quand même assez vite, je vais au plus intéressant. Moi, c'est cette slide-là que je préfère. C'est la donnée qui est ici. Donc là, il y a construire en chanvre à chaque fois et va faire en sorte de faire des essais génériques pour que ça serve à tous les bétons de chanvre de la filière, que ce soit le chanvre produit dans l'Est, en Ile-de-France, dans l'Ouest, et que ce soit pour le liant vendu par un tel ou un autre. Donc comme ça, tous les bétons de chanvre rentrent dedans. Et on voit que le mélange projeté de l'éprouvette numéro D, au bout de ce qui va nous intéresser, nous, c'est ça. Au bout de 210 minutes, là, sur l'essai de présélection, il y avait 17 degrés sur la face non exposée au feu. Donc, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a 1000 degrés de mémoire, 1000 quelques degrés, c'est des brûleurs à gaz, ça monte. Enfin, bref, on ne tient pas très longtemps, nous, en tant qu'être humain. Et pour vous dire, après donc 3h30, il y avait 17 degrés, donc pas d'élévation de température. Donc, quand on dit que ce n'est pas un matériau dont le lambda est très bon, il y a quand même une caractéristique isolante assez manifeste, puisque d'un côté, vous avez 1000 degrés, de l'autre côté, vous avez 17. Donc voilà, un petit focus là-dessus, et c'est ce qui fait que le comportement au feu
et celui qu'on a observé là, c'est-à-dire coupe-feu 4 heures, EI 240. Ça a brûlé encore 7 heures, on voit, après l'essai. Je ne vous ai pas mis la photo, mais 7 heures après l'essai, ce qui se passe, c'est que le béton de chanvre, il est toujours en très bon état. Il n'y a pas de sujet. Alors, très bon état. Il est un peu noirci, j'exagère un peu. Il est noir, il y a des traces de fumée, tout ça sur la face exposée au feu. Par contre, ce qui a disparu, c'est l'ossature bois à l'intérieur. C'est-à-dire que le bois, passé une certaine température, il va commencer à se consumer. Et là, pour être le plus, comment on va dire, impactant possible, on a pris l'ossature bois la moins qualitative. C'est-à-dire que c'est un épicéa classe 2 jaune, comme on voit sur beaucoup de chantiers, qui coûte le moins cher, qui est le moins dense. Et malgré ça, ça a quand même tenu les 4 heures. Et c'est qu'à la fin que le bois a commencé à se consumer. Donc imaginez si vous travaillez, nous dans l'Ouest, on a du Douglas, on fait beaucoup de projets avec du Douglas, bah là vous augmentez encore plus les caractéristiques mécaniques de tenue au feu. Il y a avant que je passe à la suivante, il y a une étude qui est en cours avec Construire en chanvre, de passer non pas en EI mais en REI. On ne serait peut-être pas 240, mais il y aura peut-être un REI 120, parce que toutes les mesures qui ont été faites de la paroi, on a toutes les données du comportement de l'ossature qui est noyée à l'intérieur. Et donc on sait que à partir de tant de minutes, l'élévation du bois a augmenté à telle température, et donc il a commencé à perdre en caractéristiques mécaniques. Donc on va pouvoir extrapoler sous peu, j'espère, un essai REI pour si vous voulez envoyer des murs porteurs avec ce type de matériaux. Ouais. Oui, c'est un autre essai. Ouais, c'est-à-dire que c'est un des freins, on va dire, à la filière, c'est que chaque essai, ça vaut celui-ci de mémoire avec la fabrication des corps d'épreuve, tout ça, on doit autour de 30 000 euros. Dans la réalité, si vous allez pour faire de pub, mais je sais pas, souvent quand on veut du coupe-feu, on travaille avec du béton cellulaire en bloc. Et donc si vous allez sur le site d'un des fabricants de béton cellulaire, vous verrez, il y a, je sais pas, 45 essais EI avec 10 cm d'épaisseur, 20 cm d'épaisseur, 30 cm d'épaisseur, 40 cm d'épaisseur. Pour chaque épaisseur, il faut faire un test. Et si vous changez l'ossature bois, il faudra faire un test. Là, je vous ai dit, vu que ça s'est bien comporté et qu'on sait qu'il ne se consume pas, on peut augmenter l'épaisseur. Par contre, si vous voulez diminuer l'épaisseur, il faudrait refaire un test. Si vous voulez changer la position de l'ossature bois, la mettre d'un côté ou de l'autre, il faudrait refaire un test. Et aujourd'hui, Construire en chambre n'a pas pu les faire. Donc si vous voulez bénéficier de ce PVDC-là qui est disponible sur le site de Construire en chambre, il faut respecter cette configuration-là, c'est-à-dire une ossature noyée. Après, par contre, vous mettez autant de béton de chanvre dans l'épaisseur que vous le souhaitez. Alors, vous êtes coincé si, là je vais peut-être dire une bêtise, mais il y a des fois on peut avoir besoin d'avoir des contraintes coupe-feu d'un côté simplement de la paroi. Si c'est le cas, si vous devez être coupe-feu des deux côtés, d'un côté à l'autre, et là c'est plus compliqué, mais si le coupe-feu il est que dans un sens, il suffit de mettre l'ossature à l'extérieur. Et dans ces cas-là, du coup, vous augmentez l'enrobage. Et je pense qu'à mon avis, ça peut passer. Mais ça doit être des discussions avec les pompiers aussi, et puis avec le bureau de contrôle. Mais disons que, quoi qu'il en soit, c'est quand même... avant, on arrivait à faire des projets alors qu'il n'y avait pas encore ce résultat-là. Ce résultat-là, il vient quand même mettre un EI 240. Bon, généralement, quand les pompiers ils voient ça... Bon, même si vous n'êtes pas tout à fait dans les cases. L'autre solution, c'est la plaque de parement. Si vous avez une ossature déportée parce qu'il y a une plaque de parement, mettons côté intérieur, comme les projets qu'a montré Benjamin tout à l'heure, il y a des plaques de parement qui sont EI 30, il y en a qui sont EI 60. Après, vous pouvez passer comme ça. Par contre, c'est là que vous ne faites pas d'enduit. Terre ou autre, ou alors il faut refaire un enduit sur la plaque. Mais après, il faut voir niveau budget si tout ça passe. L'autre essai qui a été fait, mais vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'essai Le Pire 2. Alors pareil, c'est une configuration avec une épaisseur de béton de chanvre et un enduit en extérieur. Ce coup-ci, le conseil d'administration de Construire en chambre avait fait le choix de garder l'enduit en extérieur. Et donc, il faut être dans ces conditions, dans cette configuration-là. C'est une ossature qui est aussi noyée. Maintenant, si on la déporte vers l'intérieur, qu'on rajoute une plaque de parement, et qu'éventuellement on demande un avis de chantier. Nous, on travaille sur un projet là, en R+6 à Nantes, et c'est ce qu'on fait, et ça a été validé par le bureau de contrôle, et on l'a passé comme ça. Donc idem, il faudrait faire, l'essai Le Pire, c'est 50 000 euros à peu près, de mémoire, avec le coût de la maquette, et puis ça prend 6 mois à 1 an à être fait.
il faudrait en faire, je ne sais pas moi, 10, une dizaine pour couvrir toutes les configurations avec bardage, sans bardage, ossature des portées intérieures, ossature des portées extérieures. Donc l'idéal, ce serait d'avoir tous ces essais. Les construire en chambre, les aura peut-être un jour. Sinon, il faut passer par la case discussion avec le bureau de contrôle, rajouter des doublages côté intérieur qui ont des propriétés au feu, et éventuellement un avis de chantier que le laboratoire, en l'occurrence le CERIB, qui a réalisé l'essai au feu, peut être en mesure de vous délivrer s'il juge que la configuration, les différences constructives, de typologie constructive que vous avez mis en œuvre ne sont pas préjudiciables à la tenue au feu de l'ouvrage. Donc ça reste, le chemin est le plus long et le plus compliqué, mais ça reste possible. Donc l'essai le pire, et puis là, ah oui, vidéo de l'essai, mais je ne sais pas si ça va marcher, on ne va pas la mettre. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sans échec, et que ça permet dans cette configuration de faire des immeubles de troisième famille, catégorie A ou B, sur le sujet incendie. Dans cette configuration, avec du béton de chanvre comme ça, il n'y a plus de sujet, du coup ça fonctionne très bien. Là, les fenêtres sont parties en premier, c'était des fenêtres en PVC, parce qu'il faut mettre les fenêtres les moins bonnes du marché possible. Et après, à la fin de l'essai, les enduits étaient encore en place. Il y avait quelques fissures, mais les enduits étaient encore debout, quoi. Donc, et c'est valable pour tout type de plancher aussi. Ça, c'est important sur les projets sur lesquels vous bossez. Ce qui a été testé, c'est un CLT en, je ne sais plus, 120, je vais pas dire 160 mm. Donc, si vous êtes en solivage, caisson solivage bois, si vous êtes en béton armé, en collaborant béton métal, ça passe aussi, c'est visé. Parce que le moins bon, entre guillemets, c'est le CLT dans cette épaisseur et ça a tenu pendant l'essai. Donc, là-dessus, par contre, si vous faites une structure différente, il n'y a aucun sujet, c'est pris en compte dans l'appréciation en laboratoire. Performance acoustique. Donc là, on vous a donné quelques valeurs. Là, c'est plutôt pour ceux d'entre vous, mais je pense qu'il y en a qui font du logement. L'acoustique, il y a deux choses. Il y a soit l'affaiblissement, donc j'atténue un son d'une pièce A à la pièce B qui est de l'autre côté de la paroi. J'atténue les sons des bruits routes qui viennent de l'extérieur. Ou il y a l'absorption acoustique. Donc là, c'est plus sur les ERP, mon coefficient alpha. J'ai de la réverbération dans le bâtiment ici, comment je traite cette réverbération. Sur l'absorption acoustique, la réverbération, là, il est très bon. Ce que vous avez vu sur les échantillons qui sont dehors, là, c'est extrêmement poreux. Donc, il y a une super absorption et les enduits de mortier de chanvre, c'est pareil. Ça crée des ambiances acoustiquement qui sont très, très bonnes. En affaiblissement acoustique, là, c'est plutôt la loi de masse qui va compter. Donc là, c'est moins son fort aux matériaux. Maintenant, comme on en met une certaine épaisseur sur la rue et qu'on vient souvent mettre soit une plaque, soit un enduit à l'intérieur et un enduit aussi à l'extérieur, on arrive quand même à passer la réglementation. Alors, il n'y a pas eu de projet au bord du périphérique. Je ne sais pas combien il faut de décibels en atténuation au bord du périph'. Peut-être qu'il faudrait mettre plus de béton de chanvre pour le compenser. Mais néanmoins, sur des boulevards, je prends la valeur. Voilà, quand je prends ça, 51 dB sur 30 cm de béton de chanvre avec un panneau de gyps et un enduit chaussable, vous passez quand même pas mal de projets. Et puis, si c'est l'acoustique qui devient préjudiciable, qui devient problématique, on épaissit un peu la paroi. Et puis, je vous ai mis, je n'ai pas retrouvé tout, ça tenait pas toutes les réglementations. Là, je vous ai juste mis un exemple. Ici, ouais, voilà. Là, c'est un hôtel qui donne sur des boulevards non passants et puis des chemins piétons. Du coup, ce qui était demandé par réglementation, c'est 30 dB. Donc là, le béton de chanvre, ça n'a pas du tout. L'acoustique n'a pas été un sujet pour le béton de chanvre. Il y a aussi le ressenti. Et parmi les plus grandes surprises, généralement, et qui revient quasiment systématiquement, des personnes qui occupent des locaux en béton de chanvre, et surtout les personnes qui habitaient ces locaux avant qu'il y ait du béton de chanvre et qui l'habitent après, c'est le confort acoustique. C'est vraiment, et c'est quand ils l'évoquent, c'est vraiment une énorme surprise pour eux. Ils s'y attendaient pas, et voilà, un confort acoustique qui est assez exceptionnel aussi. Il y a même une anecdote, après, ça va prendre avec des pincettes, mais il y a un membre fondateur de Construire en chanvre, Gérard Lenain, qui dit qu'il a fait énormément de rénovation et de construction en béton de chanvre et qui a observé dans ses retours qu'il y avait moins de disputes conjugales dans les maisons en béton de chanvre parce que l'acoustique était plus saine et les ambiances plus sereines. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais à chacun de tester ce point-là. Sismique. Bon là, c'est juste ça a été ce que Philippe Lamarck vous a dit tout à l'heure, c'est les slides. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce que pour être honnête, je connais pas, je ne saurais pas vous expliquer en détail le fonctionnement de l'essai. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a dit que jusqu'au niveau 7, aucun dommage, et que c'était très bien, et que ça permettait du coup de ne pas avoir de soucis sur le territoire français dans les différentes zones sismiques qu'on peut avoir sur le territoire.
J'insiste, juste une remarque, on parle de sismique, mais encore une fois, le matériau n'est pas porteur. On pourrait tenter de dire qu'il participe au contreventement de la structure, c'est vrai, il participe au contreventement de la structure, mais on ne le prend pas en compte. On oublie, on n'en parle pas du tout au bureau de contrôle, on le garde sous le coude, parce que ça voudrait dire changer complètement le statut des règles professionnelles et donc faire beaucoup plus d'essais si le matériau devient mécaniquement, s'il participe mécaniquement aux structures bois, béton ou autres. Donc là, le sismique, c'est plus lié à l'arrêté de 2010 qui dit sur les ENS, là, les éléments non structuraux, si j'ai mon bâtiment qui bouge, qu'est-ce qui justifie que le morceau de béton de chanvre qui est à 5 mètres de haut, au-dessus de cette salle, par exemple ici, ne va pas tomber sur la tête des gens qui sont soit dedans, soit à l'extérieur du bâtiment. Donc c'est plutôt ça qu'on a vérifié. Et visiblement, là, les essais qui ont été faits dans le cadre de Construire en Champ Île-de-France et de Wallop montrent que ça se passe plutôt très bien. Ce qu'on supposait, puisqu'il c'est un matériau qui a un domaine élastoplastique de déformation qui est très très grand. On peut vraiment, c'est pas un élastique, mais presque, au sens des matériaux de construction. Et les F2S, les fiches déclaratives environnementales et sanitaires, il y en a plusieurs qui sont disponibles sur la base IGNES. C'est toujours intéressant. Je ne sais pas si vous allez parfois télécharger des F2S et regarder les données et comment elles sont compilées. C'est toujours intéressant de faire des comparaisons entre les différents matériaux. On va être un peu, surtout moi, critique plutôt négative du système F2S, même si c'est la base du cadre de la RE 2020. Pour les biosourcés, il y a encore du chemin à faire pour les mettre réellement en valeur. Mais néanmoins, il y a des fiches qui existent. Vous en avez pour les blocs de béton de chanvre. Ici, vous en avez pour un fabricant qui fait un mortier, donc en faible épaisseur, 8 cm seulement de béton de chanvre. Vous avez les panneaux préfabriqués qui ont une F2S aussi, Wallop, les laines de chanvre mixées. Et puis qui sont sous avis technique, la type Biofib Trio. Et après, il y a les données par défaut. Et vous avez aussi en haut la collective que j'ai mis en photo, qui elle regroupe tous les bétons de chanvre. La collective aujourd'hui, elle est un peu obsolète. C'est le problème des démarches collectives. C'est que, alors on l'a construit en chanvre là depuis, mise à jour depuis 2015, ça fait 7 ans. C'est super parce que ça prend en compte tous les bétons de chanvre. Par contre, ce qui n'est pas super, c'est que ça prend toutes les valeurs les moins bonnes de chacun des constituants. Et puis c'est ça qui est retenu. Donc à la fin, si vous comparez les données de la collective avec les autres, elle est un petit peu obsolète. Mais bon, elle a le mérite d'exister encore aujourd'hui. Et là, je vais un peu plus sur le critique. Alors vous vous souvenez, on a vu un bâtiment au moment, j'ai dit qu'il était C2. Donc ça marche, en béton de chanvre, on peut faire du C2. Les FDES permettent de faire ça. Ça n'empêche pas d'être un peu critique sur le système, sur la manière dont cela fonctionne. Ça, c'était en 2006. Le béton de chanvre, c'était un des premiers matériaux de construction à avoir pu bénéficier d'une analyse de cycle de vie. Donc à l'époque, c'était l'INRA, c'était BA, il y a tous les noms là, des personnes qui ont participé à ça. Et en 2006, le béton de chanvre, alors le mur était un peu plus fin. 2006, c'était 25 ou 26 cm, je crois. Mais c'était négatif. Donc vous étiez à moins 35,5 kg de carbone stocké. Alors je parle que du carbone parce que c'est le sujet dont tout le monde parle, mais il y a tous les autres indicateurs qui sont tout autant importants. Mais en 2006, vous étiez négatif. Et oula, c'est un peu petit. Et puis en 2015, vous étiez positif. Donc là, la norme a changé, la manière de calculer les choses. Alors ça s'explique. C'est les paramètres pris en compte le sont de manière un peu différente. Et du coup, je vais vous le lire si vous n'arrivez pas à lire. On est où c'est celle-ci, pardon, celle du bas. En 2015, on passe à 12,3 kg. Je le mets comme si j'avais 10 cm de béton de chanvre. On passe à 12 kg d'équivalent CO2 émis. Donc je suis en positif quand je fais du béton de chanvre. Si vous regardez celle par exemple qui est la plus récente qui a été faite, celle de Wallop Préfa, vous êtes, alors on va faire le petit calcul, vous êtes à 14,8 kg pour 30 cm d'épaisseur. Donc si je ramène à 10, je divise par 3, ça fait à peu près 5 kg. Donc la Wallop Préfa, dans laquelle il y a grosso modo les mêmes constituants que dans la collective, elle est 3 fois mieux, grosso modo. Alors ça s'explique. Mais je vous mets juste ça pour vous dire que c'est un peu le bazar de s'y retrouver avec les F2S parce qu'on peut avoir un produit dans lequel il y a les mêmes constituants. C'est grosso modo le chanvre qui est mis ici, il est considéré dans cette F2S là aussi. Le liant, pareil. Néanmoins, les valeurs sont différentes et je sais qu'à construire en chanvre, il y a pas mal de coups de fil de bureaux d'études qui font des études de plus et moins qui sont un peu paumés parce qu'ils savent pas quoi prendre. Et c'est le problème du système des F2S, c'est que c'est pas évident. Donc voilà, c'était une petite observation critique pour dire que tout n'est pas simple et je pourrais même aller au-delà de ça si j'ai encore 2 minutes pour dire que c'est le bâtiment que vous avez vu là qui est C2.
il y a du liège qui est mis en isolation en sous-phase de dallage, là, dans le vide sanitaire. Et le bureau d'études Artelia, à l'époque, là, qui a fait l'étude de plus et moins, m'a dit pourquoi on n'a pas mis du polyuréthane. Je dis pourquoi. Parce que le polyuréthane a une FDES, en tout cas en 2017, qui était hyper bien calée, alors que le liège, la filière liège, n'a pas de FDES. Ils avaient à l'époque ce qu'on appelle des MDE-GD, c'est des fiches de données par défaut. Du coup, le liège, c'était affreux d'en mettre. On plombait tout, le carbone, l'énergie grise, tout. Et alors qu'en polyuréthane, on était super bien. Pourtant, le polyuréthane, le liège, il vient du Portugal, certes. Le polyuréthane, c'est de la pétrochimie qui vient de l'autre bout du monde. Donc, sur le bon sens, on se dit, c'est pas top. Et sur un autre projet, c'était un ensemble d'habitations où il y a aussi une étude de plus et moins qui avait été faite en 2018. Et on n'a pas pu mettre en valeur l'artisan local qui faisait des fenêtres bois à côté de Reims de manière locale, tout ça. Pas de FDES, donc valeur des fenêtres horrible. Et si on passait en PVC pour s'amuser dans le logiciel, bah là, on était super bon. Donc, et c'est toujours le cas, nous, de ce que j'observe avec les BE avec qui on travaille. Et c'est dommage. Et du coup, je ramène un peu de bon sens dans le sujet de la RE 2020 et des FDES. Tout n'est pas parfait encore dans le modèle. Et parfois, le travail du prescripteur archi qui a son feeling et qui va discuter avec les entreprises, ça a quand même plus de sens. Mais néanmoins, vous pouvez faire du C2 avec du béton de chanvre. Et des projets assez atypiques. On finit sur celui-là parce qu'il est quand même assez original en termes de forme de mur. Vous avez des questions? Juste une toute petite question. Est-ce que vous avez de l'expérience ou un retour d'expérience avec du lin, des anas de lin? Moi, à titre perso pro, non. Après, je sais qu'il y a des choses qui se font. Je sais qu'il y a au niveau du RILEM, là, c'est un groupe de travail européen de différents laboratoires d'université. Il y a des bétons de lin qui ont été testés. Il y a des propriétés intéressantes. Après, j'en sais pas plus. Il n'y a pas à ma connaissance, qui soit sous règle professionnelle en béton végétal, il n'y a que le béton de chanvre, même si on sait qu'on peut faire des bétons de miscanthus, des bétons de moelle de tournesol, de colza. Je crois qu'ils avaient même fait des essais avec des bétons de laine de mouton, la laine de mouton en fibre végétale avec un liant minéral. Donc, pas plus d'infos que ça à vous donner là-dessus. Ouais, après, à vérifier, mais je crois que pour le coup, au niveau des propriétés hygrothermiques des matériaux, à ma connaissance, la seule Chêne-Vote, la seule paille celle qui a les meilleures capacités de justement sorption-désorption, c'est celle du chanvre. Peut-être que ça a changé, peut-être que le biscanthus est bien aussi, je sais pas, mais enfin, en tout cas, le matériau pour lequel il y a le plus d'avancées et sur lequel on connaît le plus de choses, on peut le plus chiffrer ses qualités, c'est le chanvre. Même si effectivement il y a plein d'autres. Voilà. Mais par contre, quand on parle juste effectivement de laine de mouton, en fait là on parle de fibres, donc on parle plus de granulats. Et donc, on perd les qualités isolantes du granulat, puisque la laine de mouton remplie de chaux, ou remplie de liant, elle fait office juste de fibre, mais pas d'isolant. J'ai une petite question en ligne de Cécile Carteau, qui fait référence au projet de Tribala, j'imagine, car elle demande pourquoi ne pas mettre de double flux avec le béton de chanvre. Ah oui, j'ai répondu tout à l'heure quand on discutait après à la pause. Ça fonctionne, hein. Ça pourrait être pertinent. Là, le projet qu'on a vu, en l'occurrence, il n'y a pas de nuisance sonore autour. Donc, on aurait pu avoir des ouvertures dans les fenêtres, mettre une simple flux, se passer de double flux. La double flux, on l'a mise parce qu'il y avait une exigence, pas avec le plus et moins, avec le label bâtiment biosourcé. Il ne suffit pas de mettre du biosourcé pour être label bâtiment biosourcé. Il faut aussi respecter tout un tas de critères liés au standard HQE, sur la facteur lumière-jour, sur la qualité de l'air intérieur, sur la simulation thermique dynamique, sur plein de choses. C'est pour ça que d'ailleurs le label est très compliqué à obtenir là. Et sur la partie qualité de l'air intérieur, le label, grosso modo, pour satisfaire les 35 ou je ne sais plus combien de mètres cubes par personne en renouvellement, il fallait qu'on ait une double flux avec 2 étages de filtration et un truc un peu usine à gaz. Et je dis pourquoi on aurait pu s'en passer, parce que 6 mois après, le maître d'ouvrage, il a coupé la double flux, parce qu'on s'est rendu compte que ça a séché énormément l'ambiance dans les bureaux. On était plutôt autour de 40-45% d'humidité, alors que le béton de chanvre, il fonctionne super bien, plutôt autour de 50-55, voire 55-60% d'humidité relative. Et c'est ce qu'on a vu, qu'expliquait tout à l'heure Benjamin. Plus je lui enlève d'humidité,
Alors je caricature pas en disant faut arroser le mur avec un Karcher, mais plus vous lui donnez d'humidité, grosso modo, plus il a de quoi manger et plus il va fonctionner d'un point de vue thermodynamique sur les dégagements et absorption de calories. Donc la double flux, du coup, en la coupant, l'humidité est revenue aux alentours de 55%. Et en fait, en termes de confort, ça fonctionnait super bien. Après se pose la question du renouvellement d'air hygiénique. Là, il ne faut pas non plus tout demander aux matériaux. Il ne va pas capter le CO2 de l'air, les COV, le parfum, le meuble Ikea qu'on vient de déballer et tout ça. Donc là-dessus, il faut un renouvellement d'air. Et donc le maître d'ouvrage a placé des petits capteurs dans les espaces de travail. Et donc là, ça fonctionne, c'est assez simple. Alors ça mesure que le CO2, mais c'est un bon indicateur pour tout le reste. Et dès que ça passe au rouge, on ouvre les fenêtres. Et enfin, avant que ça passe au rouge, on ouvre les fenêtres et on crée un renouvellement d'air. Et comme c'est du bureau, on vit pas dedans. Donc c'est plutôt en journée qu'on va faire ça. C'est du bureau, encore une fois, souvent dans la salle de réunion, c'est comme ici, on est assez nombreux et très rapidement on a chaud. Donc, puis au pire, on met une petite laine, puis ça pose pas de problème. Donc voilà le sujet de double flux sur cet ouvrage en particulier. Merci. Ouais, et puis si on remonte un petit peu en arrière, la ventilation, la VMC, en fait, on l'a créée à la base, c'est pas par rapport au COV ou au CO2, c'est principalement pour régler les problèmes d'humidité. Régler les problèmes d'humidité qui avaient été créés par le fait qu'on confinait l'air, qu'il y avait moins de courant d'air. Là, on se retrouve aussi avec un matériau qui, du coup, gère mieux l'humidité que tous les autres matériaux. Et donc, pour la partie, quand on dit qu'on pourrait se passer de double flux ou de ventilation, enfin, en tout cas, on pourrait la minimiser, c'est-à-dire que ça permet de l'optimiser, en tout cas. Même la VMC, une VMC simple flux, du coup, elle va être optimisée, elle va avoir moins besoin de tourner, puisqu'il va y avoir moins d'humidité à relarguer. Super, merci. Et une dernière question en ligne concernant l'acoustique. Donc, concernant les performances acoustiques, étant donné les bonnes performances du béton de chanvre en termes d'absorption, peut-on se passer de la pose de panneaux acoustiques perforés dans une salle de restauration ? Il y en a qui l'ont fait, ouais. On peut même la courbe qu'on voyait là de suivi des températures dans la maison. C'est une maison qui est réellement réalisée, c'est la maison Ature, ça s'appelle, je crois, le projet. Il y a une petite salle de cinéma privée que le client avait souhaité, quoi. Et de mémoire sur le béton de chanvre, c'est Daniel Bayeul, là, le maître d'œuvre là dans le Var. Ils ont envoyé un drap dessus, un petit tissu pour faire comme un écran acoustique devant le béton de chanvre, donc pour pas se frotter encore une fois dessus. Donc oui, on peut tout à fait utiliser le béton de chanvre en intérieur, en correction acoustique. Et là-dessus, il y a des données, c'est plutôt dans des thèses universitaires qu'on retrouve ça. De mémoire, je crois que c'est 0,8 le coefficient alpha d'absorption. Donc il y a quand même 80% de l'onde incidente qui est absorbée. À Thoiry, ils ont mis l'enduit jusqu'à 2 mètres et le reste, ils l'ont laissé apparent. Et quand on rentre dans la pièce, on a l'impression de rentrer dans un laboratoire d'absorption acoustique. Tu en es témoin Oui, tout à fait. En fait, ce bâtiment-là, c'est en fait, c'est un petit laboratoire dans lequel ils font se reproduire des amphibiens et des petits gastéropodes en voie d'extinction, mais qu'ils ont aussi ouvert au public. Et donc, c'est vraiment une ambiance très feutrée. Après, vous allez jouer aussi, pour compléter un petit peu, vous allez jouer aussi sur, si vous laissez pas le béton de chanvre apparent, vous allez jouer aussi sur son revêtement. Plus vous allez avoir un revêtement qui va être serré et fermé, évidemment, moins vous allez avoir d'acoustique. Si vous laissez un enduit chaud-chanvre très ouvert dessus, si vous devez faire une finition, vous laissez un enduit chaud-chanvre très ouvert dessus, vous allez avoir un affaiblissement acoustique. Il sera quand même moins bon que si vous le laissez brut ou juste derrière un drap quand même, mais il sera déjà très très bon. Oui, c'est la compatibilité du béton de chanvre avec les ouvrages métalliques. Parce que la chaux n'est pas du tout réputée pour faire bon ménage, notamment avec l'acier. Ni le ciment. Là, j'ai vu, Pourtant, on fait du ciment, oui. La chaux. Dans le temps, tout le fer était protégé parce que la chaux bouffait. Mais par contre, je voyais qu'il y avait de l'emploi, par exemple, de Nergalto
Et je pense que les structures bois ont aussi des pattes ou des ouvrages métalliques. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes de compatibilité ou pas? Non, mais c'était une petite. J'étais taquin là, avec le ciment. Non, en fait, il n'y a pas de, il y a pas de problème, il y a pas de problème avéré. Hésite pas à compléter, Daniel. Il n'y a pas de problème avéré. Déjà parce que le taux d'humidité dans le matériau va pas exploser d'une part, et puis d'autre part, en fait, comme je disais aussi, quand vous avez du béton armé, vous avez de l'acier dans du béton, et pour autant cet acier il n'est pas oxydé par le ciment. Pour le projet de la rue Mira, les planchers collaborants, il y a du chanvre dans le plancher ou c'est du béton? Non, c'est béton. Non, après, il y a aussi alors à la fois, enfin vous connaissez ça, hein, toutes et tous. Hein, il y a des contraintes déjà financières. Des fois, il faut optimiser par rapport à l'enveloppe qu'on peut avoir. Et puis après, il y a aussi des contraintes acoustiques qui sont pas obligatoirement, qui sont quand même plus faciles à gérer parfois avec certains produits qu'avec d'autres. Là, on est sur du logement dans des planchers. Justement, sur le point de vue économique, vu qu'on n'en a pas du tout parlé, alors bien sûr, ça dépend certainement de la technique. Enfin, on a vu qu'il y a plein de techniques différentes, etc. Mais sur des murs à ossature bois, enfin, on va dire le mur classique, justement, dont on parle, à peu près de 30 cm avec l'ossature bois, on est sur quel ordre de prix au mètre carré? Généralement, c'est là que je sors la photo de Fernand Reynaud. Ouais. On s'entend des chiffres ou On nous a demandé de pas parler de chiffres, alors du coup on a enlevé la slide économie. Non, c'est oui, pas mais vrai. pour Non, des non. architectes, c'est inhérent quand même Ah ouais. à notre travail aussi. Hein. Non, c'est si je caricature et que je découpe un mètre carré du mur en béton de chanvre, en ossature bois, à la limite, je considère pas les enduits, juste ça, parce que je peux avoir des enduits sur les autres procédés constructifs. Je le sors et puis je le compare sans réfléchir plus que ça à un parpaing, une laine de roche en ITE qui a la même résistance thermique sur l'ensemble. J'ai une différence de prix qui est assez conséquente. Par contre, je compare deux trucs qui n'ont absolument rien à voir. Si j'avais pas pris parpaing, laine de roche et que j'avais pris, je sais pas, brique monomure de 42,5 ou béton cellulaire de 40-50 cm d'épaisseur, là, je suis quasiment à isopérimètre. Mais si je compare par rapport à la solution conventionnelle, la moins, on va dire, qualitative et chère, puis la plus énergivore aussi, parce que les laines de roche sont pas hyper bien valorisées, même sur la base Ignes. En F2S. Du coup, je suis plus cher, mais en fait, nous, on va plutôt orienter le sujet en disant je regarde pas ça, mais je regarde la conception globale. Si vous travaillez sur, j'exclus tout ce qui est logement individuel. Si on réfléchit que sur des projets comme celui-ci, ou comme le bâtiment de bureau que vous avez vu, ou des immeubles, ou tout ça, en fait, l'économie d'échelle et la surface de plancher est telle que en fait, le coût au mètre carré de la paroi, il est plus cher qu'une autre solution. Mais en fait, à la fin, c'est un surcoût sur un lot qui fait, sur le bâtiment de Tribala là, que vous avez vu, le bureau, le lot charpente isolation, c'est 8% à peu près du coût global du projet. Donc même si je suis 30% plus cher sur mon mètre carré de paroi, c'est 30% plus cher sur 8% du projet. Donc à la fin, on arrive à peu près à une différence de 2-3% au coût de construction. Donc le projet, il a coûté, je crois de mémoire, ça va être 1006 du mètre carré hors taxe, sachant qu'on parle du béton de chanvre, mais il y a des menuiseries à triple vitrage à facteur solaire, centrale photovoltaïque, 80 mètres carrés de verrière, etc., etc. Du linéoléum de chez Forbeau, Verita. Enfin bref, il n'y a pas que le béton de chanvre qui peut coûter. Mais du coup, le projet au global, il ne coûte pas beaucoup plus cher. On arrive à 3% d'écart et les 3%, ils sont largement amortis par les besoins de maintenance en moins, le confort des gens aussi, qu'on ne peut pas quantifier financièrement, mais je crois qu'ils bossent un peu plus longtemps. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont dedans. L'écart de prix, c'est plus un sujet. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas un sujet de discussion, en tout cas, ou de conflit, quand on sort du champ du particulier. Si on rentre sur la maison individuelle, là, par contre, là, ça redevient un sujet et un point de discussion. Et puis vous avez des économies, vous faites des économies par ailleurs, parce que du coup, a priori, vous n'aurez pas besoin de clim. A priori, votre chauffage, il sera sous-dimensionné. Enfin, vous pourrez le dimensionner bien plus faiblement. La ventilation, de la même manière. C'est en fait là où c'est compliqué, en particulier pour les murs, de vous donner un prix, c'est vous avez vu, il y a tellement de modes constructifs différents. Que ça dépend de votre vêture, ça dépend si c'est du préface, ça dépend de tellement de choses que c'est compliqué de vous donner un prix. 240. 240 €, vous avez un voile fourni, posé de béton de chanvre avec l'ossature bois à l'intérieur. Voilà. Non, mais c'est quand même intéressant d'avoir de l'ordre d'idée, parce que pour les fourchette. particuliers, justement,
Ça faisait un peu partie de notre question. On n'a pas vu d'exemple de ce type, mais ça a l'air d'être aussi quelque chose assez intéressant et un peu différent pour tout ce qui est surélévation, par exemple, parce qu'on est quand même sur de l'ossature légère bois, un remplissage léger, des performances énergétiques, du matériau biosourcé, et l'offre aujourd'hui est mine de rien assez limitée quand on reste sur du bardage ou de l'enduit classique. Donc c'est aussi un champ de développement qui est intéressant, mais qui s'adresse surtout, pas que, mais bon, la surélévation s'adresse aussi beaucoup aux particuliers en zone périurbaine, etc. Donc tout ça, c'est un peu lié comme question. Ouais. Alors c'est vrai, enfin, ça me fait penser à plusieurs choses que vous dites. Il y a la surélévation, effectivement. Il y a aussi la rénovation du bâti ancien. On en a parlé très rapidement, mais c'est un sujet en soi. Oui, moi je rentre dans une pièce comme ça, dans un bâtiment comme ça, la première chose que je me dis, c'est il lui faut du béton de chanvre. Je vois pas d'autres matériaux pour le rénover, vraiment, thermiquement. Ou alors le laisser dans son jus. Il est très bien dans son jus, mais s'il fallait le rénover, ça serait avec ce matériau-là. Donc dans le bâti ancien, dans la rénovation. Autre chose, un des coûts importants qu'il peut y avoir avec le béton de chanvre, suivant ce que vous utilisez comme mode constructif, c'est les enduits à la chaux qui peuvent être assez chers. Et chez les particuliers, ça peut aussi être une voie d'économie. C'est-à-dire que s'ils sont prêts à faire leurs enduits eux-mêmes, ou pourquoi pas, s'ils ne se sentent pas de faire des enduits à la chaux, mais faire ensuite des enduits argile, bon, bah, ça permet de changer pas mal les choses. Pour vous donner d'autres ordres de grandeur au niveau des prix, après, ceux qui ont des prix en tête, vous infirmez mes dires si je dis des bêtises. On va dire qu'en enduit correctif, on va tourner entre 70 et 100 euros du mètre carré. Un doublage, on va tourner entre 80 et 130 euros du mètre carré, suivant les complexités, les doublages projetés. Ouais, pour vous donner des ordres de grandeur en complément de ce qui a été dit. Sachant qu'un enduit correctif, 70 à 100 euros du mètre carré, ça peut paraître cher, mais il y a de la finition qui est incorporée dedans. Voilà, vous avez déjà quelque chose qui est très bien. Là, vous avez un matériau, basiquement, vous pouvez faire un mur avec une ossature bois, du béton de chanvre, enduit de face, enduit de face, c'est fini. Alors que vous allez comparer ça avec une ossature bois, un pare-pluie, des lithos, un bardage, côté intérieur, une deuxième ossature pour tenir le frein vapeur, une lame d'air, un placo. Vous voyez, à la place d'empiler les couches, du coup, on réduit le nombre de couches. Donc on simplifie aussi beaucoup la conception une fois que tout le monde sait comment ça fonctionne. Juste une dernière question. En fait, ça reprend les questions liées à l'économie sur les projets des particuliers. Tout au début de la matinée, on nous a dit qu'en fait, ces types d'approches ne sont pas très appropriées pour la maison individuelle. Pour la maison individuelle ? Oui. De faire du béton de chanvre pour la maison individuelle ? C'est ce qu'on nous a dit en début de matinée. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, j'aurais voulu vous entendre un peu plus à ce niveau. Non, la préfabrication peut-être. Enfin, je vois pas ce à quoi vous faites allusion. Mais non, il y a beaucoup de maisons individuelles qui peuvent se faire comme ça. Là, on vous a montré ça a commencé comme ça d'ailleurs. Hein. Le marché a commencé par la maison individuelle, comme en neuf. Puisque c'est les premiers à avoir fait du béton de chanvre, c'est beaucoup sur des projets de maisons individuelles. Alors c'est peut-être pour la préfabrication effectivement, où là on est quand même sur des surfaces qui sont assez grandes. C'est peut-être pas adapté, c'est peut-être pas que c'est pas adapté, c'est que c'est peut-être pas obligatoirement là que c'est le plus pertinent. Parce que vous avez peut-être pas obligatoirement les cadences, le planning chantier va pas forcément être le même. Voilà, les réalités de chantier vont pas forcément être les mêmes. Mais non, mais en maison individuelle, on peut très bien en faire. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport au traitement de l'étanchéité à l'air. Quand vous faites des bâtiments passifs, vous êtes obligé d'avoir des performances d'étanchéité à l'air très importantes. Et notamment, vous avez l'obligation de mettre des doubles flux. Comment, avec le béton de chanvre, vous avez réussi à traiter ces problèmes d'étanchéité à l'air,
notamment tout le traitement des détails. Est-ce que vous avez développé des détails, notamment le raccordement du béton de chanvre avec les menuiseries, l'ensemble des éléments particuliers des constructions? Je vais commencer, tu vas compléter. Je pense que je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo qu'on vous a montrée où moi, les projets où il y avait des contraintes d'étanchéité à l'air que j'ai pu faire, le choix avait été fait de traiter l'étanchéité à l'air sur la paroi extérieure en fait. Ça limitait plein de contraintes. Notamment évidemment tout ce qui est mur de refend, tout ce qui est plancher, puisque en fait on pouvait traiter ça sur la paroi. Et en fait, on va utiliser suivant le parement. Quand le parement c'est un bardage, on va traiter le pare-pluie de la même manière qu'on aurait traité le frein à vapeur côté intérieur, donc au scotch. Quand le traitement c'est un enduit, là en fait l'enduit lui-même fait l'étanchéité à l'air, et ce qu'il va falloir traiter c'est les jonctions entre l'enduit et par exemple les cadres en bois. Et là on va utiliser en particulier un scotch qui s'appelle le Contega PV entre autres, mais bon il y a d'autres marques, mais qui est un côté scotch et un côté grille en fait. Et donc on va aller maroufler la partie trame dans l'enduit, et on va traiter l'étanchéité à l'air grâce à ça. Et les résultats sont à ma connaissance, enfin les projets auxquels j'ai pu participer, tous les résultats sont passés sans problème. Tu as tout dit, c'est les jonctions, mais qui sont les jonctions comme dans tout type de construction. Donc les fenêtres, c'est vraiment, ça se traite comme en ossature bois tradit. Et la toiture, pareil. Les sols, pareil. Le joint mousse là, avec les boudins écrasables, enfin comprimables. Donc, et le béton de chanvre en soi, une fois qu'il est recouvert avec un enduit, c'est l'enduit qui fait l'étanchéité à l'air. Le béton de chanvre déjà en lui-même, il est un peu étanche, même si on n'a pas si on l'enduisait ni extérieur ni intérieur et qu'on le mettait sous 50 volumes, ou je ne sais plus combien ils font ça là, en passif, en Q4 on passerait, mais pas en passive house là. Mais une fois qu'il a son enduit, il n'y a plus trop de sujets. Ouais. Ça revient comme un bâtiment classique à traiter.